Salut tout le monde. Donc, lecture de la 5e partie du roman La chute de Sparte. On y va avec le chapitre de la matrice. Enfin, vendredi soir. 2 jours sans danger. 2 jours pour redevenir humain. La peur est un animal. J'ai passé toute la semaine à me sauver comme un chevreuil. Évidemment, j'ai foxé le cours des Ducs. Je ne crois pas pouvoir aller en français non plus. C'est trop risqué. J'ai bien tenté de reparler à Véro, mais elle m'esquive sans aucune subtilité. Comme tout le monde d'ailleurs. De peur de se faire ramasser par Giroud, personne ne veut être vu avec moi. Je suis devenu radioactif. J'ai perdu l'appétit, je dors mal et je n'ai plus le goût de rien. À mon réveil, samedi matin, je n'avais aucune idée de l'heure. Les rideaux étaient tirés sur la minuscule fenêtre et il aurait très bien pu être 10 heures du soir. Je n'avais aucune envie de quitter mon lit. Il a quand même fallu que je monte manger une toast. Sur la table, il y avait un mot de ma mère. « Salut mon grand. Nous n'avons pas voulu te réveiller, t'avais l'air tellement bien. Tu travailles si fort à l'école, repose-toi. Nous partons au chalet. De retour demain, bisous. » Pauvres parents, plein de bonne volonté, mais complètement à côté de leur pompe. Au moins, j'avais la paix jusqu'à demain. Végéter toute l'après-midi devant la télé. Laisser sans réponse 2 textos de Louis-Étienne qui m'invitaient à fumer des joints au parc. Vers 20h, on a cogné à la vitre du salon. C'était Louis-Étienne. Je suis allé ouvrir d'un pas traînant. « Qu'est-ce que tu fais, man? Je t'ai texté toute l'après-midi. Mon téléphone est mort. » « Comme toi d'ailleurs, grosse journée. » Avec ironie, il me détaillait de pied en cap. J'étais encore en robe de chambre. Il n'a pas insisté sur ma décrépitude. Il venait prendre des nouvelles et me changer les idées. Nous sommes descendus dans ma chambre. « Regarde ce que j'ai. » Il a tiré de son sac un iPad. « Cool, c'est à qui? » « Mon frère me l'a prêté. On peut regarder un film. On peut-tu fumer ici? » Normalement, non, mes pops sont au chalet. Pendant qu'il roulait une grosse grume de ses doigts experts, je laissais les miens parcourir l'écran pour activer les commandes. Après toutes ces années d'évolution technologique, on avait fini par revenir aux tablettes de cire des scripts de l'Antiquité. C'était vraiment un beau jouet. Je me détendis dès la première puff. Louis était vraiment un bon ami. « Merci d'être venu. Il n'y a rien là, tu dois rusher pas mal. On ne te voit plus à l'école. Je capote, je sais plus quoi faire. J'ai vraiment l'impression qu'il veut me tuer. » Je plantai mes yeux désespérés dans les siens. Je le sentis ébranlé par mon désarroi. Il tenta de me rassurer, mais ni lui ni moi n'étions convaincus. C'est juste un mauvais moment. Il va finir par oublier. On parlait du gros Giroud comme d'une obscure divinité dont il fallait taire le nom. Au moins, t'as la gloire dans le monde virtuel. As-tu vu La Matrice? La Matrice, le film? Non, l'animation sur YouTube. T'as pas vu ça? C'est hallucinant. Il pianota sur l'iPad et activa la vignette intitulée Matrice la crosse en mode plein écran. Quelqu'un avait revampé le film du cours des Ducs selon l'esthétique du film des frères Wachowski. Giroud ressemblait à l'agent Smith et j'étais devenu Keanu Reeves, avec des lunettes et un paletot noir. Mon seau était montré en arrêt sur image avec une succession de plans de caméra circulaires. L'effet était proprement stupéfiant. Aïe, c'est malade, hein? Quelque part sur la Terre, un gars, ou peut-être une fille, mais probablement un gars avec peu d'amis, avait consacré des dizaines d'heures à ce clip. J'étais honoré et fier. Je refaisais jouer des séquences. Hey, check la face du gros cave. Bon, ça va faire la vedette. Qu'est-ce qu'on écoute comme film? Mais sur Internet, on avait l'embarras du choix. On hésitait entre Vendredi 13 et Nightmare on Elm Street. Finalement, Freddy a gagné. À la fin du film, Louis-Étienne a regardé l'heure. « Oh Chris, minuit moins 10, faut que j'y aille. »« Quoi, ta mère va te chicaner? Reste donc à coucher, on va regarder un Jason. » « Mais je peux pas, man, j'ai rendez-vous avec Ina. » Une fille, évidemment. Je n'avais aucune chance. Je tentais de ne rien laisser voir de ma déception. « Ah oui, la petite Latina, caliente. Vous voyez depuis quand? » « Ça fait quelques semaines, c'est vraiment cool. Puis toi avec Véro? » Zéro comme dans Ouellet. Elle me fuit comme la peste. On dirait qu'elle a peur de Giroud, elle aussi. Ça serait pas surprenant. Comment ça? Tu sais qu'ils sont déjà sortis ensemble l'année passée. Quoi? Qui t'a dit ça?
J'étais foudroyé. Tout le monde le sait. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a l'air que Giroud a vraiment été chien avec elle. Tu te souviens quand elle avait un bras dans le plâtre? Comment oublier Véronique Plourde, cheerleadant avec un seul pompon? C'est Giroud qui lui a cassé le bras un soir qui était sa brosse. Mes jambes m'abandonnèrent et je m'assis lourdement sur mon lit. Louis rangeait rapidement ses affaires dans son sac. Il faut vraiment que j'y aille. Salut vieux, on se voit lundi. Salut. Passe en arrière et barre la porte. Véro avec Giroud, je pouvais pas y croire. Une elfe avec un orc. Je la croyais plus évoluée. L'éternelle fascination pour le mauvais garçon. Après 40 ans de lutte féministe, c'était à se pendre avec une brassière. Chapitre La faille. À mon réveil, j'ai dû rester au moins 1 heure dans mon lit à me demander ce que j'allais faire. La soirée d'hier m'avait fait oublier mon tourment, mais il me rattrapait ce matin. Ma chambre était sombre et mon regard revenait sans cesse à mon baudrier de spéléo, suspendu à la porte comme une chauve-souris, ensommeillée dans sa grotte. Pourquoi pas? Cet été, j'avais découvert une faille dans le mont Saint-Hilaire et je m'étais promis de l'explorer plus en détail. Une sortie me ferait le plus grand bien et tant qu'à me terrer, aussi bien de le faire sous terre. Je déjeunais en vitesse, préparais un gueuleton et ramassais mon équipement. Vers 10h30, j'ai pris le bus en direction de Saint-Hilaire. C'était un dimanche d'automne, triste à s'en ouvrir les veines. Les arbres chauves et le vent mordant annonçaient l'imminence d'un coma hivernal. Dans l'autobus, il y avait quelques zombies. Des jeunes branchés sur leur téléphone et des vieux qui quêtaient de l'attention du regard. On filait à grande vitesse, traversant des banlieues clonées qui tentaient de se distinguer avec des slogans minables tels que « Bel oeil, je m'y vois ». Franchement, est-ce que c'est l'équipe de hockey? Est-ce que l'équipe de hockey s'appelle les Cataractes? Et que dire de Longueuil, on y croit. Notez le brillant calembour révélé par l'accent circonflexe. Wow! Il y a vraiment des firmes de relations publiques qui convainquent des conseillers ignorent de la brillance de leur bullshit à coup de présentation PowerPoint. Mais avec ou sans accent, on n'y croit pas du tout à Longueuil. C'est comme toutes les banlieues, c'est un enclos déshumanisé, dépourvu de beauté et puant de conformisme. L'arrêt de bus était juste en face de la montagne. La faille est dissimulée derrière un immense amas de rochers, jouet géant oublié dans le terrain de jeu des glaciers. Je revêtis ma combinaison, mes bottes, mes gants, mon casque et je me glissai dans le ventre de la terre. Au début, on entendait le vent siffler dans l'infractuosité, frustré de ne pas y être admis. Peu à peu, le silence occupait toute la place, rompu par le clapotis de mes bottes dans l'eau. J'en avais jusqu'à mi-mollet. J'avais l'impression d'avancer dans le tombeau des rois d'Anne Hébert. La température était bonne, presque toujours la même à longueur d'année. J'éteignis ma lampe, la noirceur était totale. Aucun son. Le temps suspendu. Une odeur minérale de commencement du monde. Une incroyable sensation de paix m'entourait comme un liquide amniotique. C'était à ça que ça devait ressembler, la mort. Personne ne savait que j'étais ici. Si je décidais de rester ici, personne ne me retrouverait jamais. Surtout pas Giroud. L'idée était tentante. Au bout de je ne sais combien de temps, je rallumai ma lampe et je me remis en route. Au fur et à mesure de ma progression, la faille s'élargit, mais sa hauteur diminua. Il me fallut avancer à 4 pattes dans l'eau, dont le niveau laissait juste assez d'espace pour ma tête. J'étais dans une salle basse, presque submergée. Mon casque raclait le plafond rocheux et je commençais à ressentir une sensation d'étouffement. À un moment, il me fallut incliner ma tête de côté pour pouvoir respirer. La claustrophobie m'oppressait, mais je m'efforçais de garder le contrôle. Soudain, une déchirure grise devant. J'éteignis ma lumière. C'était effectivement la faible lueur du jour. Je sentais le mouvement de l'eau me pousser vers l'avant, dans un frémissement grandissant. Toujours à 4 pattes, je finis par aboutir dehors, au milieu d'un ruisseau, qui jaillissait d'une paroi rocheuse. Les eaux étaient crevées, je renaissais.
J'étais resté 3 heures sous terre. Je m'assis sur une roche et dévorai mon casse-croûte. Véro et Giroud, je n'en revenais tout simplement pas. Ils me décevaient. Je l'avais tellement espérée différente, mais elle était comme toutes les autres, obsédée par le paraître. Aurait-il fallu que je joue au football pour qu'elle m'aime? Pendant le trajet du retour, je me plongeais dans le rap de Manu Militari. Ses chansons suintaient d'une rage sourde et son parti pris pour les plus petits me donnait du courage. Moi, je représente pour les vrais, les miens, les malades mentaux, les mères qui ont une pinte de lait pas payée cachée dans le manteau. Sans conteste, la meilleure plume rap au Québec. Les colliers de ses textes enfilaient des bijoux comme Si la vie suit son cours, moi je fox. Chapitre Blessure de guerre. La fin de semaine m'avait fait du bien. Je retournais à l'école avec un peu moins de plomb dans la poitrine. Après le premier cours, je devais récupérer mon livre de maths. Il fallait vraiment que je me décide à faire le ménage dans mon casier. Ça devenait caricatural. Mon casier était une étape du circuit touristique des secondaires 1, illustrant un exemple à ne pas suivre. Les livres et les cahiers s'empilaient, les papiers froissés débordaient, les vêtements malodorants s'accumulaient. À en juger par l'odeur, il devait certainement y avoir des restants de bouffe. Tout ce chaos, vertical en équilibre, était un hommage au tour de Kuala Lumpur. Pour éviter l'effondrement, me fallait user de 1000 précautions. D'une main, j'ouvrais la porte et de l'autre, je retenais le Capharnaüm. Je devais aussi utiliser mon genou pour étayer la tour de Babel. Les spectateurs s'arrêtaient parfois pour observer la manœuvre. Certains m'encourageaient, d'autres me narguaient et souhaitaient l'éboulement. Des mineurs au travail, un geste de trop et c'était la catastrophe. Le temps que je remette tout en place était un retard assuré à mon cours. À chaque fois, c'était un défi grisant. Pendant l'opération, sur une seule jambe, le dos tourné, j'étais d'une absolue vulnérabilité. Je n'allais pas tarder à le découvrir. Soudain, un choc dans le dos, suivi d'une douleur étoilée au-dessus de l'œil. Je tombe par terre. Dans une avalanche de livres et de papiers, tout le contenu de mon casier s'écroule sur moi. Mon visage repose sur une page ouverte de mon livre de maths. J'entrevois des équations du second degré. Une coulée de sang forme une ligne parfaite sur un plan cartésien. Je me demande si je pourrais calculer la pente. En arrière-plan, j'aperçois Éric Savard qui me gueule en contre-plongée. « Hey Simard, t'as l'air cave en esti quand ton arabe est pas là pour te protéger. T'aimerais-tu ça qu'on mette ça sur YouTube? » Il filme la scène avec son téléphone, souriant comme un trisomique. Je perds connaissance. Ce qui suit m'a été raconté. Rapidement, un attroupement s'est formé autour de moi. Sans réfléchir, Priscilla Rousseau a enlevé son chandail et m'a épongé l'arcade de sourcilière avec. Son gros nez et ses hanches de gars sabotaient sa beauté, mais de la savoir en brassière à mon chevet l'a magnifiée pour toujours à mes yeux. Frondeuse, avec ses cheveux en brosse peroxydée, Élodie Malouin intervint avec son franc-parler habituel. « Walker, Chris de lâche. Hey, shut up, bitch. Plus de toi-même. T'attaques à 2 contre 1 dans le dos. Hey, ta gueule, Malouine Lagouine. » Arrivé sur les lieux, Philippe Saint-Don, l'animateur de Vie spirituelle, intervint sans réfléchir. Bossu, maigrelet et calvicieux, l'étudiant à la maîtrise en théologie de l'Université de Montréal avançait, les 2 mains tendues, avec l'air de penser qu'il maîtrisait la situation. Son mémoire de recherche s'intitulait « La pastorale au secondaire ». Comment regagner les cœurs perdus? Sa voix était tellement nasillarde qu'on pouvait croire qu'il parlait à travers un gazou. « Voyons les amis, calmez-vous. Hey, toi Jésus, mêle-toi pas de ça. » Savard empoigna son avant-bras, l'attira à lui comme s'il proposait un tango et l'envoya brutalement valser dans les casiers. Aussi, sonné qu'humilié, Saint-Don ramassa ses lunettes et retraita piteusement pour aller chercher de l'aide. La masse de spectateurs s'agrandissait autour des protagonistes et la situation commençait sérieusement à déraper. Pierre-Joseph Chérubin et Bimalo Biakabutaka arrivèrent presque en courant. Bimalo était vraiment cool. C'était le frère cadet de Chimanga Biaka Bututaka, un porteur de ballon de Longueuil d'origine zaïroise. Il a brûlé la NCAA avec Michigan State avant de voir sa carrière chez les pros écourtée à cause d'une blessure.
Son petit frère était immense et se bourrait de McDo avec un plaisir ostentatoire. En tant que lieutenant de la ligne à l'attaque, il effectuait les remises à MSA. Lors de la pesée de l'équipe cette année, il avait fièrement passé le cap des 300 livres. Débonneur et flamboyant, il portait des chemises cubaines et se rasait un signe de dollar à l'arrière de la tête. Tout le monde l'appelait Bima. Pour l'heure, il ne rigolait pas du tout et s'était planté à quelques pas de savoir. Les bras croisés, il le toisait hargneusement pendant que l'autre le filmait. Quant à Chérubin, il s'était rapproché de Walker en lui demandant d'une voix sourde. « Qu'est-ce que vous avez fait, tabarnak? On vous avait dit de pas y toucher. Hey, mets-toi tes affaires, mon petit ange. » Le cercle des badauds s'était agrandi et le silence tendu annonçait un orage terrible. Fendant la foule pour rejoindre leurs troupes respectives, Mathieu Saint-Amour et Maxime Alexis Giroux entrèrent dans la mêlée. Le choc des titans. M'apercevant par terre, MSA demanda à Giroux. « Hey, trop lâche pour faire ta sale job toi-même? Rejoins-nous sur le terrain, on va voir qui est lâche. » « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Appelé en renfort par Saint-Don, l'entraîneur Claude Picotte arrivait hors d'haleine. Sa belle stature et son manteau de cuirette lui donnaient un air de David Hasselhoff en juge à America's Got Talent. Pas un mouvement, pas un souffle. Tout le monde était figé dans la lave de Pompéi. Il répéta sa question en hurlant. « Qu'est-ce qui se passe ici? »« Rien, coach. » D'un signe de tête, MSA rappela Chérubin et Bimalo, qui s'éclipsèrent à sa suite. « Rien, coach. » Giroux, Walker et Savard quittèrent la scène du côté opposé. L'arrivée des ambulanciers romprit le charme et tout le monde se mit à parler en même temps. Je quittai Gaston Miron sur une civière, mais au moins c'était par la grande porte, pas par la porte des rejets. Tout le monde me regarda passer respectueusement, aligné comme un soldat, aligné comme une garde d'honneur devant un cercueil de soldats.